Je m'appelle Bernadette Kleuskens. J'ai fait une exposition. C'était une galerie qui s'appelait Galerie R, donc mon école où j'ai fait mes études et où j'enseigne actuellement. Et donc j'ai réalisé une exposition et c'était le voyage à travers la Grande Ourse. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Pierre. C'était en 1980 et c'était quand même de l'art contemporain. Et donc quand il est rentré dans la galerie, il a tout de suite capté quelque chose de son monde à lui, qui était, il avait une très très grande connaissance de l'art africain, des arts du monde, en fait, de l'Amérique du Sud, toutes ces populations différentes. Donc il était en affinité et on a tout de suite conversé sur ce monde étoilé. Il m'a envoyé, mais pendant un certain nombre d'années, énormément de courriers, des centaines de lettres ou de cartes ou d'objets. Tout à fait, c'est tout à fait exceptionnel parce que je ne sais pas comment il a pu négocier que ça puisse être envoyé en fait. Et chaque travail, enfin chaque envoi était vraiment une œuvre d'art et toujours en lien avec nos conversations, avec ce qui nous passionnait tous les deux. Et ça a été une relation forte et très, très, très importante pour moi, mais en fait, voilà, c'est resté de l'ordre virtuel comme ça. J'ai travaillé pour une banque, je faisais la publicité pour la SLK et la CGR, donc je travaillais au centre de Bruxelles et je traversais à vélo et je le voyais très très souvent au vieux marché. Et au moins une à deux fois par semaine, il amenait une petite fleur. Et donc pour rentrer dans la banque, c'était pas évident. Il donnait la fleur à la personne de sécurité, qui la remontait dans le open space où je travaillais. Et donc il y avait à peu près 120 personnes qui tournaient leur regard, qui me regardaient. Et je recevais donc une fleur. Tout le monde savait qu'il y avait quelqu'un en bas qui venait, mais personne ne l'avait vu. Et donc ça restait un mystère que les gens de la banque étaient intrigués par cette attitude. Et bon, je trouvais ça très très chouette. Et donc ça a été vraiment aussi un plaisir énorme d'avoir à vivre dans un endroit très 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 strict. Tout à fait atypique par rapport à ce genre d'attitude. En fait, moi j'allais régulièrement au marché et puis un jour j'avais récolté énormément de petites mappes-montres qui étaient avec des porte-clés et j'en ai fait une boucle d'oreille que j'ai mis à partir de mes 18 ans. Et donc ben, ça se remarque, je la porte toujours d'ailleurs. Et donc Jean-Pierre bon, avait aussi capté ça évidemment. Donc il y avait énormément d'envois en lien avec cette map monde. Et donc là il y a une petite pochette transparente avec une petite map monde qui est accrochée avec un fil de soie vert. Grâce à lui j'ai voyagé, j'étais en Amérique du Sud aussi, il m'en parlait énormément. Ça fait partie, ces voyages et les cultures, le monde de l'Ekeko d'ailleurs. Euh, il m'en avait un petit peu parlé et je pense que ce qu'il a fait par ailleurs transporte beaucoup cette idée de Ekeko. C'est une pratique en Amérique du Sud où autour d'un personnage en miniature, on dispose des objets qui lui font rêver et qu'il ne pourra probablement jamais acquérir, mais on le fait porter, donc on attache tous ces petits objets autour de lui, et chaque année il y a une fête, et ça donne l'espoir de pouvoir acquérir ça. Et c'est sa manière de s'entourer, c'était vraiment dans le même esprit que ce que j'ai rencontré en Bolivie. Il était curieux, quoi, de toutes les choses interdites. Il était curieux de voir jusqu'où, comment. Et l'art, bon, effectivement, c'est toujours un peu dépasser les limites. Tu demandes ça à un facteur, tu dois négocier, c'est pas possible. Sinon, il dit, mais enfin, c'est un fou. Ça, il est capable de rentrer en relation avec les gens et arriver à ses fins, quoi.
Je me suis toujours demandé où il faisait ça, dans le magasin à côté de sa femme. Je n'ai jamais demandé, évidemment, mais parce que bon, parce qu'il y a des choses qui duraient des heures. Peut-être dans un café, j'en sais rien. Je m'appelle Jeanne et en fait, je connais Jean-Pierre très tard dans sa vie. Je pense que c'est les 2 dernières années. On organisait l'été dansant avec Vincent. Donc, je connaissais Jean-Pierre de vue, mais donc là, on est devenus copains. Et on allait souvent le voir à Pacheco. Il parlait de ses cartes postales, de sa vie, de ses amours, de ses multiples femmes. C'est les jumelles dont il était amoureux, avec qui il a fait un enfant. Et puis, bon, les histoires qui changeaient de visite en visite. Et là, on a bu beaucoup de bière dans cette maison de repos. La bière était à 1 euro. Ensuite, on a trouvé un endroit à Sainte-Gertrude pour Jean-Pierre. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, essayer de ranger sa chambre. Finalement, la technique la plus efficace, c'était de le faire boire une Orval avant de ranger sa chambre, qui se couche dans son lit, qui somnole un peu, qui raconte ses histoires. Et puis là, tu pouvais balancer des trucs, quoi. Parce qu'il y avait quand même énormément de bordel dans sa chambre. Et des crottes de souris dans son lit. Ça, j'avais quand même jamais vu. Et des petites taches de pisse comme ça. Et alors, quand on lui disait, mais Jean-Pierre, quand même, il faut que tu te rends compte que ça, c'est pas possible pour la maison de repos. Il disait que les souris, c'était ses enfants, donc on ne pouvait pas retirer ses enfants. Et en effet, qu'est-ce que tu fais? Si les souris sont ses enfants, tu peux pas retirer les enfants de Jean-Pierre. Moi, j'aimais bien le regarder s'habiller. Si j'allais avant d'aller travailler, c'est le moment où il s'habille et ça, j'adorais parce que tout est très très lent, quoi. Il met ses chaussettes tout doucement. Bien sûr, des chaussures beaucoup trop grandes pour lui. Tu lui offres de nouveaux lacets, c'est toujours une grande fête. Son collant, son pantalon, dans son slip, un essuie qui passe donc bien entre les jambes et qui ressort à la hauteur du bouton. Et pour fermer son pantalon, sa cravate ou autre chose qui peut faire le lien autour de ses hanches. Et puis il y a la chemise avec tout son bordel dans la poche. Et évidemment, dès qu'il se baisse, il y a tout qui tombe, donc il faut tout ramasser, tout remettre dedans. Et puis forcément, il y a encore quelque chose qui tombe, donc ça prend beaucoup de temps évidemment. Et puis bien mettre sa montre qui n'a pas d'or. Alors, tout ça était très apaisant. Donc après, on allait boire un café. Et donc là, il met son chapeau avec le papier de toilette bien enfoncé. Enfin bon, le choix de l'écharpe, quelle écharpe il va mettre, avec quoi il allait superposer les couleurs. On a pas mal traîné au café, fumé des cigares. Ouais, puis je le ramenais à la maison de repos, quoi. J'ai quand même rencontré quelques personnes qui disaient que Jean-Pierre était complètement taré. Et ça c'est pas vrai. Et donc ça, on peut pas dire, quoi. Ça, c'est vraiment... c'est les gens qui ne le connaissent pas qui disent ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le pensent. Enfin, quand tu vois les petites sœurs des pauvres, les animatrices, elles veulent plus en entendre parler. Et c'était une copine de Jean-Pierre. T'es déjà quelqu'un de spécial. Mais je pense que les tarés, vraiment, c'est eux. C'est pas Jean-Pierre, quoi. Voilà. Quand j'ai fait ces études de gestion de maison de repos, là, en fin d'année, je devais faire un stage. Je voulais aller vivre avec lui à Sainte-Gertrude. Et donc, j'avais demandé si je pouvais pas squatter sa chambre pendant une semaine. Et qu'il devait m'aider à faire mon stage, quoi. Donc, lui était bien sûr tout à fait chaud. Et il a commencé à écrire un projet de maison de repos, mais que j'ai jeté, malheureusement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'était genre 25 pages, quoi. Bon, je m'en veux vraiment fort d'avoir jeté ça, parce que je pense que la base y était. Je sais pas pourquoi j'ai jeté ça. Mais en fait, j'ai pas fait ce stage chez lui, à Sainte-Gertrude, parce que ça partait déjà en couille avec Sainte-Gertrude et que j'étais pas la bienvenue, quoi. Mais donc, en fait, c'est bien parce qu'il reprend tous les principes, en fait, toutes les bases de l'être humain qui doit être bien, donc c'est-à-dire bien bouffer. Donc il disait d'arrêter de lui foutre de la merde, parce qu'il bouffe vraiment de la merde, qu'il goûte l'eau de Javel ou du pain blanc. Enfin, lui, il voulait beaucoup de nature, il voulait des poules, des souris, des oiseaux. Il y avait 20 pages sur tous les animaux qu'il voulait. Il voulait une girafe, un éléphant, il voulait un étang avec des poissons, un crocodile, des flamants roses. Enfin, il y avait beaucoup là-dessus. Il voulait que des gens gentils, des femmes à poil. Il
il voulait quand même aller à la messe, bizarrement. Beaucoup de livres, il voulait une grande bibliothèque, il voulait regarder des bons films avec des jolies femmes dedans. Et une maison, oui, ça. Et donc la base où on lui fout la paix, où il puisse faire ce qu'il veut. Il voulait un grand atelier pour faire ses cannes. Et quand il y a eu les attentats à Bruxelles, je sais pas, j'oublie, block-out, non, comment ils ont dit, lock-out, quand ils ont tout fermé, les théâtres, là. Donc j'avais été le voir et on se promenait dans le quartier et il y avait les militaires qui se promenaient. Donc il y a un militaire qui passe devant nous, ils étaient à deux. Et il y a Jean-Pierre qui arrête le militaire. Le militaire s'arrête forcément. Et il dit « Monsieur, vous avez une tache là !» Et puis il lui fait « Pistache !» Bon, il n'y a que lui qui peut faire ça, parce que bon, le militaire, avec sa grosse mitraillette, t'as pas spécialement envie de faire une blague avec lui. Voilà. Je sais pas, je pense à ça maintenant. Il lui a fait le coup de la tache pistache, c'est pas mal. Bonjour, je m'appelle Kathleen, ça fait 8 ans que j'habite dans les Marolles et là je vais déménager. Je faisais le marché et je récupérais tous les tableaux qui étaient abandonnés parce que je trouvais ça dommage. Et donc j'ai récupéré ce tableau qui est assez impressionnant parce que c'est un peu un fourre-tout et voilà, je l'ai bien aimé. Et du coup, 1 an ou 2 après, j'ai rencontré Jean-Pierre dans la rue, on était voisins. Et du coup, au début que j'ai rencontré, on allait boire des verres ensemble. On m'avait parlé de cette personne en fait, parce que j'avais montré le tableau, il y avait des gens qui m'ont dit « Ah, c'est à Jean-Pierre le tableau et tout ». Et du coup, quand je l'ai rencontré, je savais qui il était, je savais que c'était à lui. Et je lui ai dit, il m'a dit qu'il était très content et que je pouvais le garder. On se regardait, on se disait bonjour, on s'appréciait, mais on se parlait pas vraiment. Donc je peux pas dire que je le connais pour dire comment il était, mais quelqu'un de très sensible, de très ouvert et qui... ce que j'apprécie fortement, qui il était. Et ça, c'est rare, je pense. Il se trimballait toujours avec sa canne, avec ses décorations et tout ça. Et il osait le faire parce qu'il avait envie de le faire et qu'il avait des choses à dire. Et voilà, enfin, rien que ça, je pense que ça montre que c'était quelqu'un qui était libre dans sa tête. C'était surtout des regards, en fait. Voilà, c'était surtout une expression pas verbale. C'était plus émotionnel. C'est un regard très doux, triste aussi, mais très doux et très compréhensif, je pense, par rapport aux gens, très humain. En fait, donc je déménage et du coup, j'avais mis le tableau dans la rue parce qu'il prend trop de place. Et ce matin, il était toujours là et donc j'ai décidé de le ramener au musée pour qu'il serve à quelque chose. À la base, c'était un port avec des maisons. Du coup, il a rajouté des trucs dessus, dont un autocollant où il est marqué police. Et Coca-Cola, elle est marquée Aimons, Aimons. Il y a aussi, c'était quoi? Un calendrier lunaire, c'est ça? Et au-dessus du calendrier lunaire, il y a une espèce de ferraille. Je sais pas. Et puis il y a surtout le bon pour de bonheur. Marqué Luxembourg aussi. Et il y a N, N, N. Il y a un miroir. Et au-dessus du miroir, il est marqué Veritas. Donc ça, je pense que c'est assez clair ce que ça veut dire. C'est que le miroir, il reflète l'âme. Et il y a aussi des espèces de pochoirs, tu vois les trucs rouges là. Et un truc jaune, mais ça je sais pas ce que c'est, une espèce de... Moi je dirais une cible, mais je sais pas. Et d'autres couleurs aussi. Voilà. J'ai une canne de taille moyenne, en partie sous plastique, et une grande canne, où je dirais simplement, eh bien pour une fois, il y a un cadre. Donc je pense que vous pourrez peut-être sûrement la reconnaître. Je m'appelle Catherine Rouvier. J'ai vécu pendant 5 ans, donc de 2011 à 2016, rue du Chevreuil, donc près de la place du jeu de balle, tenant un lieu qui s'appelait Il est une fois. Quand je suis arrivée, eh bien, celui qui m'a ouvert, je dirais, son cœur, qui me l'a livré immédiatement, eh bien, ce fut Jean-Pierre Rosten, qui est venu, eh bien, déjà accompagné de sa canne légendaire. Il arborait une cravate, dans mon souvenir, une cravate rouge sang, donc presque à l'image de son cœur amoureux et sentimental. Sa façon de venir à moi et de se présenter en me souhaitant la bienvenue, ça a été par un baisement. Donc là, déjà très, très sensible, je me suis dit, tiens, c'est un homme curieux par sa façon de se présenter.
Et de se représenter parce qu'il était haut en couleur, presque à l'encontre de la grisaille des pavés, de cette ville où, bon, septembre déjà, le temps gris s'annonce. Eh bien, lui, il a complètement coloré, déjà par sa verve, par ses yeux bleus et par ce qu'il dégageait, déjà, de son être. Donc tout un poème, toute une folie, tu vois, poétique. Ce rire de tous ces codes, là où on t'enferme dans un carcan, dans une définition, une étiquette, ça je sais qu'il n'aimait pas du tout. Il venait souvent, hein, il venait régulièrement me visiter du moment qu'il voyait la porte ouverte. Eh bien, il venait me rendre visite. Et je n'étais pas la seule, puisqu'il y avait tout un rituel autour de cette place, avec aussi les amis plus anciens que moi, parce que moi j'étais enfin, entre autres, la nouvelle arrivée, donc la nouvelle fiancée, entre guillemets, hein, parce que j'ai eu quand même droit aussi à une demande en mariage. Et là, je lui ai dit, mais non, Jean-Pierre, voilà, je ne suis plus, j'ai été mariée, et là, maintenant, je n'ai pas du tout envie de recommencer. Mais par contre, soyons bons amis. Donc, ne pas prendre les choses à la légère, tu vois, mais tout en étant sérieux. C'est-à-dire que je pense que pour lui, toutes les femmes qu'il a demandées en mariage, en tout cas, eh bien, pour lui, c'était sérieux. Tu vois, même si, bon, au bout du compte, on en riait, et un rire presque, je dirais, libérateur, hein, un rire, voilà, éclat de rire où on se dit, ben oui, mais en même temps, bon, c'est pas réalisable, c'est pas possible. C'est mieux ainsi. Tu vois, c'est mieux d'imaginer, de rêver. Je le vois pas, je le vois hors des maisons, hors des logis. Il est toujours avec son bâton de pèlerin, sa canne. L'ange vagabond, tu vois, un côté très japonais aussi. Tôt le matin, des fois, je le voyais en train de chiner, ou en train de ramasser ce qui coûte rien. Voilà, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que tu fais avec rien, ou ce qui pas peu, eh bien, tu fais quelque chose de précis, tu fais quelque chose de ta vie qui va marquer ta journée. Et tu vas le partager parce que, eh bien, il me montrait ce qu'il découvrait. Enfin oui, on s'amusait bien ensemble. C'est-à-dire que quand il venait, tu vois, il est une fois, bien, on prenait le temps, on s'asseyait et on regardait, tu vois, je dirais, les nuages passer, les passants dans la rue. Et donc on prenait le temps de regarder, de voir. Des fois en silence. En buvant un verre. Et surtout, tu vois, le fait de marcher à ses côtés. Je suivais ses pas. C'est ce côté-là, tu vois, sur la route, Jacques Kerouac. Voilà, je ne peux pas, comment te dire, imaginer cette place sans ses apparitions. Il est toujours là. Il est toujours présent sur cette place, hein, vraiment. Où il sourit, où tu entends presque, tu vois, le bruit de sa canne. Ça résonne encore, enfin, tu vois, sa présence est toujours là. Il est vivant. Il est vivant. Ah ouais, vraiment. Michel Léger, Galerie La Girafe. Je suis d'abord un ami de Jean-Pierre Rosten de très longue date. Je me suis occupé de 3 de ses expositions. En fait, Jean-Pierre Rosten, moi je l'ai connu il y a très très longtemps, rue Marchaux-Charbon, où il avait un drôle de petit magasin qui ressemblait à une librairie, mais qui n'était pas tout à fait une librairie parce qu'il y avait des sculptures, il y avait plein de trucs là-dedans. Et bon, pendant très très longtemps, on se disait simplement bonjour quand on se croisait. Et puis un jour, il est venu à la Girafe. Il avait pris un petit coup de vieux à ce moment-là. Il était très très confus, il m'a expliqué qu'il aimerait bien exposer dans une vraie galerie, parce que si, parce que ça. Je l'ai perdu de vue encore pendant un moment.
Et puis après, on s'est retrouvés. Il était encore rue Haute, dans sa dernière librairie. Là, je l'ai vu très très souvent. J'allais acheter des livres chez lui. Et puis après, un jour, on m'a dit, oui, mais voilà, la librairie, c'est terminé. Et je l'ai retrouvé après chez les Petites Sœurs des Pauvres, où il nous a énormément amusé. La première fois que je l'ai vu chez les Petites Sœurs des Pauvres, je travaillais sur un projet Parcours dans les Marolles. Et entre autres, on a visité les Petites Sœurs des Pauvres. On a rencontré Jean-Pierre, qui se cachait derrière l'œuvre de Platon, qu'il tenait à l'envers. Voilà. Il avait des grosses lunettes noires et il nous disait « Tout est dans le livre ». Voilà, et après on s'est revus. On avait beaucoup de points communs. Puis j'aimais bien son côté un peu anarchiste comme ça, bon, sa façon de s'habiller, toujours un peu provocante. Enfin, provocante pour les gens bien pensants, quoi, à la limite, parce que bon, bah, moi ça m'amusait bien. Le fait que pendant des années et des années, il a porté un chapeau juif en racontant à tout le monde qu'il était juif, et puis une fois qu'il est mort, on dit « Mais non, mais Jean-Pierre, il n'est pas juif du tout, il est issu d'une famille chrétienne. » Donc je sais pas, il avait un truc comme ça. Oui, je crois qu'il y avait le personnage qu'il avait envie d'être aussi. Il y avait la réalité, et puis ce qu'il aurait aimé être. Bon, je crois que tous, on est comme ça, on aimerait avoir une vie un peu différente. Donc j'ai organisé une exposition dans un lieu qui n'existe plus, qui s'appelait l'arrière-salle. C'était un immense amoncellement. Et je lui dis, Jean-Pierre, dimanche, c'est la fin de ton exposition, donc il faudrait que lundi, tu débarrasses. Ah oui, ben, lundi je viens tout débarrasser. Il vient le lundi. Oui, mais est-ce que tu peux attendre demain pour que je débarrasse? Parce qu'il faut que je trouve un endroit pour tout stocker. Ben, j'ai dit, écoute Jean-Pierre, jeudi, l'artiste qui vient après toi arrive avec ses œuvres, donc il faut que jeudi tout soit débarrassé. Donc, mardi, il vient et il me dit... Oui, tu vois, Michel, ce qui serait bien, c'est qu'il y a un mécène qui achète l'exposition. Je dis, oui, ça serait le rêve. Mais combien le mécène devrait donner pour acheter ton exposition? Ouais, il peut me donner 20 €. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai dit, tiens, j'achète ton exposition. Et donc j'ai tout évacué. Il y avait à peu près 1 tonne de Brault. Tu ne pouvais pas rentrer dans la pièce, tellement il avait entassé. Tu ne pouvais plus rentrer dans la pièce. Mais en même temps, tu vois, ça avait du sens. Tu vois, c'est comme ces cannes. Il y a des gens qui disent, ouais, mais non, ces cannes, c'est n'importe quoi. Tu prends un manche à balai, tu accroches n'importe quoi dessus et c'est bon. Non, prends toutes les cannes de Jean-Pierre, tu vas voir que ça obéit à une règle, quoi. Il y a des choses qui reviennent de façon régulière, le ton revient de façon régulière, il y a des cadrans d'horloge, il y a des choses comme ça. Oui, les mains montent, il y a plein de choses qui reviennent. Bon, il y a des trucs... ouais, des disques aussi. Il adorait les peluches, on en trouvait un peu de partout. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, tu t'imagines, Jean-Pierre, t'as vu la façon dont il s'adresse aux femmes, il leur fait des compliments et tout, elles sourient, elles lui disent merci. Mais moi, si je fais un compliment à une femme, je vais me ramasser une paire de claques. » J'ai dit oui, mais parce que chez toi, elles vont sentir qu'il y a quelque chose de malsain un peu. Chez Jean-Pierre, on voit très bien que c'est de la gentillesse pure. Un jour, j'avais dit à Jean-Pierre, mais oui, mais et si une de ces jeunes femmes dit oui et qu'elle veut t'épouser, qu'est-ce que tu vas faire? Ben non, mais elles diront jamais oui.
Geneviève Oldenauve, je suis médecin généraliste dans les Marolles depuis 1980. Et donc j'ai connu Jean-Pierre quand il habitait avec Marie, sa femme, au coin de la rue de la Razière, oui je ne me trompe pas, et de la rue Haute. Ils tenaient là une librairie. C'était une librairie où ils avaient surtout des livres d'occasion. Et il y avait beaucoup de gens qui aimaient aller là. Et Marie était toujours au fond de cette petite boutique, elle tenait ça et elle vous repérait les livres que vous aviez envie. Moi par exemple j'adore les auteurs belges. Marie avait toujours un cadeau à me faire, elle avait toujours trouvé un vieux Marie Guevers, un Eekhout ou Michel de Gelderode ou peu importe, mais elle avait toujours des petites découvertes qu'elle avait faites au Vieux Marché ou ailleurs. Jean-Pierre, lui, il a certains auteurs de prédilection et il les met en rapport avec vous. Donc Jean-Pierre, lui, faisait des associations entre vous et les livres qu'il allait vous prêter, vous donner, vous vendre. Donc c'était très chouette aussi, il avait toujours aussi beaucoup d'attention. Alors je pense qu'ils ne se chamaillaient pas, mais ils n'avaient pas la même façon de ranger ou de faire la librairie. Et donc voilà, c'était deux styles différents. Jean-Pierre le désordonné, mais l'artiste, vraiment l'artiste profond, et puis Marie qui essayait de tenir l'église au milieu du village. Alors ils dormaient au-dessus, au fond ils habitaient au-dessus. Mais Jean-Pierre, je ne sais pas pour quelle idée, s'était fait une espèce de niche dans l'escalier. Quand on montait l'escalier pour aller au premier étage, il y avait une petite alcôve, si vous voulez. Et là-dedans, il avait fait comme une espèce de tanière, comme un ours aurait fait sa tanière. Et donc, il dormait sur des livres et des objets qui tapissaient cette alcôve, un peu comme un ours, je suppose, dort dans sa tanière. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai rencontrée dans ma carrière. J'ai pas vu ça en faisant des domiciles chez d'autres personnes. Ouais, Jean-Pierre, c'est un artiste total, parce que c'est un artiste dans la façon dont il appréhende le monde et les personnes qui sont là. Je trouve que nous aussi, on passait dans sa création artistique. J'étais son médecin, mais au-delà d'être son médecin, j'étais Geneviève. Et par exemple, la canne qui est restée chez moi, cette canne, il y a une rose. Et alors, bon, voilà, ça fait référence à un philosophe allemand. Pourquoi est-ce que la rose est belle? Mais c'est parce que c'est la rose. Il n'y a pas d'explication. La beauté, elle est là. C'est vrai que c'est intéressant, parce qu'au fond, les cannes de Jean-Pierre, elles sont belles parce que ce sont les cannes de Jean-Pierre. Alors, il y a des gens qui peuvent te dire, mais enfin, c'est horrible, qu'est-ce que tu trimbales là comme crasse? Mais pas du tout, quoi. C'est vraiment... c'est des cannes extraordinaires, qui ont redonné la vie à des objets, qui ont tout un cheminement. Sans doute, elles sont faites parce qu'ils cheminaient dans le quartier des Marolles. Enfin, en ça, c'était un artiste assez extraordinaire. C'est un artiste de la relation. Et puis, c'était un artiste total, puisqu'il était lui-même un chef-d'œuvre, qui mettait son chapeau à l'envers à l'endroit, qu'il avait sa canne qu'il trimballait, qu'il ramassait au Vieux Marché des objets ou sur la route. Bon, il était perpétuellement en train de faire une œuvre. Et donc régulièrement, il m'a offert des cannes à des occasions, un anniversaire, l'anniversaire de la maison médicale. Et puis il y avait vraiment une amitié qui s'était créée entre nous, et donc Jean-Pierre était comme ça. Il venait, il déposait des cannes. En fait, il était d'une générosité incroyable, Jean-Pierre. Je pense qu'il ne comptait pas ce qu'il donnait. Il donnait tout, en fait. Même, je pense, dans sa librairie, c'est ça qui faisait un peu la différence entre Marie et lui. Marie, elle essayait quand même de vendre de temps en temps. Mais lui, non. Tu passais, tu disais, tiens, je suis intéressée par tel auteur ou j'ai envie de lire ça. Il courait, il allait te le chercher, il te le donnait. Je pense qu'il ne pensait pas à la vente. Il ne pensait jamais à l'argent. Enfin, c'est ma façon de le voir. Maintenant, peut-être que c'était pas toujours comme ça, mais il fallait comprendre Jean-Pierre. Si on ne le comprenait pas, on passait à côté de lui, totalement. Et donc, je pense que les gens qui ne voyaient en lui que quelqu'un qui ramassait des crasses et qui faisait du désordre, on passait vraiment à côté du personnage. Mais évidemment, dans les homes, c'est pas évident parce qu'il faut nettoyer la chambre, il faut faire le lit, Et donc, chez les Petites Sœurs des Pauvres, au début, ça s'est bien passé parce qu'il avait une alliée extraordinaire qui s'appelait Sœur Noémie. Sœur Noémie, c'était une Française avec, à mon avis, une séquelle d'un pied beau parce qu'elle marchait pas bien, qui était une vieille religieuse, qu'il avait connue à la rue, je veux dire dans le quartier, Et puis, elle l'a un peu protégé, donc son aura le protégeait un peu chez les Petites Sœurs des Pauvres. Personne ne voulait l'attaquer. Et malheureusement, quand elle est décédée, il s'est retrouvé un peu seul dans un environnement un peu hostile. Et bon, voilà, Jean-Pierre avait quand même un caractère pas toujours facile. Il fallait essayer de le prendre avec gentillesse et respect, ce qui n'a sans doute pas toujours été fait. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de tensions. On a dû déménager toutes ces affaires en triple vitesse. On a été à Sainte-Gertrude, où ça s'est mieux passé, mais c'était quand même difficile aussi. Et puis alors, il a dû être hospitalisé à Saint-Jean. Et là, il a été content parce qu'il avait son atelier. Donc en fait, il avait une table un peu comme la grandeur de cette table où on est.
Et Jean-Pierre pouvait faire des créations. Ben, j'espère qu'il passera à la postérité, hein. Vraiment il le mérite, ça c'est sûr. Puis je pense que l'anecdote de son enterrement, ça on peut pas oublier, hein. C'est extraordinaire d'avoir décoré son cercueil avec, à sa façon, quoi. Aussi quelqu'un qui a fait réseau autour de lui. Il a réussi à mettre beaucoup de gens en réseau, hein. Pourquoi est-ce qu'on se connaît? C'est pas Jean-Pierre, hein. Ça c'est extraordinaire. Je trouve que c'est même le sommet de la citoyenneté. Quelqu'un qui réussit à rassembler des gens très différents. Moi, je suis médecin, je travaille à Rémarge, il y a les Brigitines, enfin, tout le monde était ému par ce qu'il faisait, par sa gentillesse, hein. Je pense vraiment, j'insiste, la gentillesse de Jean-Pierre, c'était extraordinaire. Je m'appelle Olivier Bultio, j'ai travaillé 17 ans d'abord à Ramarge et puis à Rémarge, musée. Et c'est via à Rémarge, quand on est arrivé rue Haute, que j'ai rencontré Jean-Pierre pour la première fois. Et tout de suite, on s'est lié bien d'amitié. Il venait souvent boire son café ou bien raconter ce qu'il avait fait dans la journée. Mais tant que sa femme était encore vivante, il était plus avec elle et dans les autres endroits des Marolles. Et puis un jour, sa femme est décédée. Ça a été assez dramatique pour lui. Il a commencé à partir de ce moment-là à vraiment se sentir seul et avoir besoin de rencontrer des gens et un peu plus, en même temps se refermer, un peu commencer à boire. Et puis aussi à venir de plus en plus à Rémarche Musée et à rencontrer des gens dans les Marolles un peu plus profondément. Et on commençait aussi à l'époque un peu les reportages que les étudiants faisaient sur lui. Des fois, il y avait des étudiants qui venaient au musée et je leur disais d'aller faire un travail sur Jean-Pierre. Et voilà, il a eu un peu son succès dans les Marolles. On s'est échangé beaucoup de phrases sur la vie. Il aimait bien la philosophie. Il était anti-calotin, mais il avait un profond respect pour le Christ, la Vierge Marie et Dieu. Il avait un côté mystique et très, très intéressé aussi sur les nombres, la puissance des signes, etc., etc. Et ça se retrouve un peu dans ces cannes, dans ces parapluies, tout un agglomérat de choses. Et ça ressemble bien donc à ce qu'étaient les Marolles, tout un amoncellement très hétéroclite, mais aussi de mélanger sur ces cannes et ces bâtons, aussi diverses choses, des cartes, une image, une map-monde. Donc tout ça avait des significations et des symboliques pour lui. Et aussi beaucoup de rappels de comment a été sa vie, surtout quand il était au Brésil, qui a été une longue période de sa vie, assez, à mon avis, très faste, mais où là, il a vraiment, je crois, non pas brûlé la vie par les 2 bouts, mais par les 4 bouts, ou plus s'il y avait. Parce que je crois qu'il a eu assez bien de succès financier là-bas, artistique, mais je crois qu'il dépensait l'argent aussi vite qu'il lui arrivait. Enfin, voilà, donc c'est un personnage haut en couleur. Ses vies au Congo, en Suisse aussi, ont été assez extraordinaires. Je crois qu'il a aussi une vie féminine assez élargie, comme on va dire, et avec... heureusement des enfants, mais malheureusement qu'il ne le voyait pas souvent. Et tout ça, un peu vers la fin de sa vie, commençait à lui peser également. Mais sinon, c'était un être toujours plein d'humanité, d'écoute vis-à-vis des autres. En même temps, c'était un être qui prenait beaucoup de place, au propre comme au figuré. Il parlait de manière libre dans la rue. Il n'y avait pas que ses cannes qui étaient décorées de telle manière. Lui aussi était un personnage assez... rocambolesque, et une canne et un parapluie à lui tout seul en général. Et quand il a été habité rue Haute, chez les Petites Sœurs des Pauvres, son passage là-bas a été remarqué et remarquable dans le sens que sa chambre était devenue un véritable capharnaüm et les gens du nettoyage n'aimaient pas trop ça, donc ça ne s'est pas trop bien passé par là. Et donc c'est vrai que depuis que son épouse et ses chiens et tout ça étaient partis, ça a été un peu dur de effectivement tenir le coup. Et donc voilà, on a un peu vu ici au musée son lent départ. Mais moi qui suis depuis presque 25 ans dans les Marolles, eh bien,
Des fois, quand je suis en train de marcher, j'ai l'envie ou l'impression qu'il va sortir d'un détour de rue ou d'une maison, ou que quand je rentre en marge, il serait aurait raconté un Astro, un Sarah, ce qui s'était passé. Enfin voilà, donc ça n'arrivera plus. On s'est vraiment fort liés d'amitié et on se voyait très très régulièrement, au moins une fois par jour. Son café, ses petits euros, etc., etc. Et au départ, il voulait donner ses cannes gratuitement. Je lui ai dit, écoute, tu ne reçois déjà pas beaucoup d'argent avec ce que tu dois pour ta pension. Essaye un peu de les vendre. Et il faisait ça un peu, 20, 25, 30 euros. Il doit en avoir peut-être assez bien de gens qui ont peut-être des cannes. C'était un être assez seul et donc c'est vrai qu'il parlait souvent à des esprits et était entouré d'esprits pour ne pas rester seul non plus. Et il aimait bien venir voir quelques personnes dans les Marolles qui étaient devenues quand même ses amis et ses soutiens. À bientôt, Jean-Pierre.